J'espère qu'il est noté. Eh bien, il est maintenant 13h08, le moment venu de notre grand dossier consacré à l'histoire de Klaus Barbie, incarcéré à Lyon depuis maintenant 5 semaines. Dernier fait qui le concerne, une intervention chirurgicale pour une hernie. Le détenu se porte mieux maintenant, il est revenu à la prison Saint-Joseph. Au-delà des faits, l'histoire d'un homme qui est aussi notre histoire. La Paz, 25 janvier 83. L'homme d'affaires bolivien Klaus Altmann est incarcéré. Motif, une escroquerie de 10 000 $ commise il y a 8 ans envers la compagnie minière bolivienne. Cet homme de 70 ans n'est pas un détenu comme les autres. C'est un des principaux criminels nazis encore vivants, Klaus Barbie. Un homme dont le nom est associé à la machine de guerre hitlérienne. Sa carrière débute en 1935. Barbie a 22 ans, il s'enrôle dans les SS. 2 ans plus tard, il s'inscrit au parti nazi. Puis la guerre éclate. Elle lui permet de franchir rapidement les échelons du système hitlérien. Mai 40, il est nommé à la section des affaires juives aux Pays-Bas, La Haye, puis Amsterdam. Novembre 42, il prend la tête de la Gestapo lyonnaise et entreprend immédiatement la chasse aux résistants. 6 mois après, il arrête Jean Moulin. Ici, dans les caves de l'école de santé militaire, les locaux de la Gestapo lyonnaise, plus de 14 000 hommes, femmes et enfants passèrent entre ses mains. Il est responsable de la mort de plus de 4 000 personnes, de la déportation de 7 500 juifs. Août 45, la guerre se termine. Certains chefs nazis seront jugés à Nuremberg, d'autres s'en tireront beaucoup mieux. C'est le cas de Barbie. Interné par les Américains en 1946, il reprend du service chez eux et met rapidement ses compétences à la disposition de leurs services secrets. En 1948, M. Dabringhaus travaillait pour le CIC, la CIA de l'époque, à Augsbourg. Barbie était sous ses ordres. Pendant bien 6 mois, j'ai vécu presque avec lui. Et pour obtenir quel genre de renseignements? N'importe quel genre de renseignements. Il s'est présenté à une supérieure à moi comme un agent allemand pendant la guerre et il se vantait d'être le meilleur agent de l'intelligence de l'armée allemande. Il faut attendre 1950 pour que les Américains reconnaissent enfin que l'ancien responsable de la police allemande se trouve bien sous leur contrôle. Il bénéficie encore de la protection américaine jusqu'en 1951. Rapports, démarches, interventions diplomatiques, les demandes françaises se heurtent à une fin de non-recevoir, les Américains refusent de livrer Barbie. Mais un mandat d'arrêt lancé contre lui, Barbie devient compromettant. Mars 51, grâce à un document fourni par les autorités américaines, il obtient un titre de voyage de la Croix-Rouge. Il quitte alors l'Europe pour se réfugier, comme beaucoup d'anciens nazis, en Amérique du Sud. On n'entendra plus parler de lui pendant 20 ans. Installé en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann, naturalisé en 1957, Barbie devient homme d'affaires à La Paz, officiellement du moins. En fait, il n'a pas vraiment abandonné son ancien métier. Pendant 30 ans, les régimes militaires boliviens vont utiliser les talents de cet expert en matière de répression et de torture. Trafic d'armes, trafic de cocaïne, organisation de groupes paramilitaires, il bénéficie de la protection directe des milieux dirigeants. À 2 reprises, en 1952 et en 1954, la France le condamne à mort par contumace pour crime de guerre. 1971, Beth Klarsfeld retrouve sa trace. La France demande alors son extradition, refus de la Cour suprême bolivienne en 1974. Barbie peut continuer à s'afficher en toute impunité. Rien ni personne, semble-t-il, ne peut l'atteindre. Le 20 juillet 1982, l'honorable Klaus Altmann parade encore au palais de la présidence à La Paz. Un général vient d'en remplacer un autre. Apparemment, rien n'a changé. En fait, les militaires sont à bout de souffle. Incapables de résoudre les problèmes économiques qui s'accumulent, ils n'ont plus qu'une idée, rendre le pouvoir aux civils.
Entre-temps, en France, une information judiciaire a été ouverte à Lyon en février 1982. Elle conduira le juge Christian Riss à délivrer un mandat d'arrêt le 3 novembre suivant. À peine un mois plus tôt, le 10 octobre, en Bolivie, Herman Siles Oizo, leader d'une coalition de gauche, est devenu président de la République. Activé par maître Serge Klarsfeld et par Régis Debray, des tractations s'engagent alors entre la France et la Bolivie. Le nouveau régime de La Paz veut faire un geste symbolique, marquant bien sa rupture avec les dictatures qui l'ont précédé. Il a donc décidé de livrer Klaus Altmann à la France. Le 25 janvier, enfin, le criminel nazi est arrêté pour une banale affaire de carambouille. Étant donné ses nombreux trafics, il n'y avait que l'embarras du choix. Dans sa prison, Klaus Altmann Barbie ne s'inquiète pas encore. La colonie allemande de Bolivie se mobilise pour réunir rapidement la caution de 10 000 $ exigée pour sa libération. Malheureusement pour Klaus Altmann, entre-temps, les tractations entre la France et la Bolivie ont abouti. Altmann ne sera pas extradé, il n'y a pas de convention entre les deux pays. Mais on a trouvé une autre solution. Le 4 février, alors même que les 10 000 $ de la caution viennent d'être versés, le ministre de l'Intérieur, Mario Roncal, signe l'arrêt d'expulsion de ce citoyen, je cite, étranger sans document d'identité. Une expulsion quelque peu orientée puisque Klaus Altmann, redevenu enfin officiellement Klaus Barbie, se retrouve dans un Hercule de l'armée bolivienne, direction la Guyane française. Là, il est pris en charge par des policiers français et embarqué dans un DC-8. C'est alors seulement qu'il apprend sa véritable destination, la France et non l'Allemagne fédérale comme il l'espérait. Il sait maintenant qu'il ne sera plus jamais un homme libre. À 20 h, le 5 février 83, l'avion atterrit à la base militaire d'Orange et Klaus Barbie est immédiatement transféré à Lyon par hélicoptère. 22h30, d'importantes forces de police entourent la prison militaire de Montluc. Plusieurs fourgons s'engouffrent dans la cour intérieure. Le portail se referme sur le chef de la Gestapo lyonnaise, à l'endroit même où 40 ans plus tôt, il entassait ses victimes. Dès le lendemain, le retour de Barbie fait la une des journaux. Des événements, des noms, des dates réapparaissent, que l'on avait un peu oubliés. Ressurgissent alors les grandes heures de la résistance, mais aussi les mensonges et les trahisons d'une époque troublée. Le débat est aussitôt ouvert. Faut-il ou non sortir les dossiers ? Pour certains, le procès Barbie peut permettre de mieux comprendre cet épisode de notre histoire. D'autres craignent qu'il ne ranime des querelles enfouies et inutiles. Je crois que ce qui serait terrible, c'est d'en faire une affaire française, avec l'occasion de rechercher des histoires qui, elles, sont normalement prescrites, et de remuer des événements qui ne s'intègrent pas dans cette affaire-là, ou qui s'y intègrent, bien sûr, mais de façon tout à fait annexe. L'histoire ne se limite pas au grand problème du nazisme, que nous avons notre histoire nationale, et qu'il n'y a aucune raison pour que ce procès, si c'est possible, ne contribue pas à mieux éclairer les Français sur leur histoire nationale. Ça, c'est un premier point. À votre avis, M. Noguer, est-ce que cela sera inévitable ou bien est-ce que c'est même souhaitable? Ce serait ne donner à l'événement que la moitié de sa signification si on s'interdisait d'évoquer à l'instruction et au procès les problèmes, tous les problèmes qui se réfèrent aux activités de Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, de 42 à 44. Certains le craignent, d'autres le souhaitent, mais la plupart des Français se posent la question au lendemain de la capture de Klaus Barbie. Va-t-on enfin laver en public le linge sale des années noires? Et surtout, va-t-on connaître enfin toute la vérité sur la grande affaire, encore en partie mystérieuse, l'arrestation par Barbie à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, le 21 juin 1943, de Jean Moulin, héros légendaire de la résistance française. Jean Moulin était un préfet, il avait été chef de cabinet de Pierre Cotte, il avait eu une attitude exemplaire au moment de la guerre d'Espagne. Tout cela était difficilement admis. Et dans la résistance, en tant que fédérateur, avait obligé un certain nombre de dirigeants, aussi bien d'ailleurs en France qu'à Londres, à admettre autour de la table du Conseil national de la résistance les représentants des partis politiques. Mais c'était beaucoup plus que le symbole de la résistance. Voyez-vous, Jean Moulin était représentatif de la République et du Front populaire. Homme de gauche, grand commis de l'État, homme de confiance du général de Gaulle,
Jean Moulin était fait pour cette mission à laquelle il s'est attelé depuis 18 mois. Rassembler les grands courants de la résistance, y compris les communistes, sous la bannière du Conseil national de la résistance qu'il préside. À la direction de l'armée secrète, placée directement sous son autorité, les représentants de Libération et de Francs-Tireurs le soutiennent. Mais les amis d'Henri Freinet, le fondateur de Combat, contestent ses orientations. Le 9 juin, à Paris, le chef d'état-major de l'armée secrète, le général Delestrin, est tombé aux mains de la Gestapo. Les arrestations se multiplient. Il est urgent de provoquer une réunion au sommet de l'organisation. Elle est fixée au 21 juin à 14 h chez le docteur Dugoujon, place Castellane à Caluire. 7 hommes sont convoqués en dehors de Jean Moulin. Le colonel Lacaze, patriote, père tranquille, nouveau venu à l'état-major de l'AS. Bruno Lara, jeune combattant venu de Londres avec Jean Moulin. Raymond Aubrac, chef des groupes paramilitaires du mouvement Libération, proche de Jean Moulin. André Lassagne, un professeur lyonnais, organisateur de la réunion. Henri Aubry, porte-parole d'Henri Freinet à l'état-major de l'AS et souvent en désaccord avec Jean Moulin. Le colonel Schwarzfeld, fondateur de France d'abord, rallié à l'AS. Et enfin, Claude Bouchinet-Sérol, venu de Londres quelques jours plus tôt pour seconder Jean Moulin et qui aura la chance de manquer le rendez-vous. C'est vrai, je n'étais pas au rendez-vous parce que j'étais arrivé depuis peu à Lyon. Je connaissais très mal la topographie de la ville et je me suis trompé de funiculaire. Cette réunion que vous avez manquée s'annonçait-elle difficile pour Jean? Alors le problème pour Moulin, à partir du moment où il apprend qu'à Paris, Delestrin vient d'être arrêté, son organisation militaire est décapitée. Il n'a plus, personne pour diriger, coordonner cette action militaire. Il fallait donc colmater la brèche et trouver quelqu'un qui assure un intérim. Et l'objet de cette réunion, qui groupait les principaux responsables des mouvements de résistance dans le domaine militaire, était de préparer les voies à la désignation d'un intérimaire. 3 hommes connaissent le lieu de rendez-vous. Jean Moulin, qui doit amener avec lui Aubrac et Schwarzfeld, Lara, qui doit prévenir Lacaze, et Lassagne, chargé de réceptionner Aubry au terminus du funiculaire de la Croix-Paquet. En fait, à la grande surprise de Lassagne, Aubry n'arrive pas seul. Avec lui, René Hardy, responsable des sabotages sur le réseau de chemin de fer, lui aussi proche d'Henri Freinet. Aubry l'a amené avec lui de son propre chef, pour l'aider à tenir tête à Jean Moulin. Aubry qui a rencontré Jean Moulin le matin même sans le prévenir de cette initiative. Aubry qui accumule les imprudences. La veille, en effet, à l'occasion d'un rendez-vous avec le même René Hardy au Pont-Morand, il a remarqué la présence suspecte d'un inconnu se dissimulant derrière son journal et assis sur un banc aux côtés de Hardy. Cet homme, Hardy le connaît bien, c'est Klaus Barbie. Comme il le reconnaîtra lui-même au cours de son second procès en 1950, alors qu'il avait menti au cours du premier en 1947, Hardy a été arrêté quelques jours plus tôt par la Gestapo. Après une dizaine d'heures d'interrogatoire, Barbie a obtenu de lui une promesse de collaboration et l'a libéré. Presque tout de suite, Hardy a repris ses activités dans la résistance sans prévenir ses camarades. Si vous aviez su à l'époque que René Hardy avait été arrêté quelques jours plus tôt par Barbie sans en prévenir ses camarades et ses chefs, comment auriez-vous réagi? La règle draconienne, atroce, cruelle, mais impossible à écarter, c'était d'abattre cet homme. 21 juin, 14h45 environ. Les derniers arrivés au rendez-vous de Caluire, Moulin, Aubrac et Schwarzfeld, viennent à peine d'être introduits dans la salle d'attente du docteur Dugoujon. Les 5 autres attendent dans la salle du premier étage depuis 3/4 d'heure. Tout à coup, les tractions de la Gestapo s'arrêtent devant la villa. À la tête du commando, Klaus Barbie. Police allemande. Vous avez une réunion chez vous? Je leur ai dit non, mais ils ne m'ont pas cru. C'est dommage. S'ils m'avaient cru, ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire. Alors, sans tellement de bruit, ils sont entrés dans le petit salon et par la porte-fenêtre, que vous verrez. Puis, au premier étage, alors là, ça a été le remue-ménage des cris, des bruits de faits, des hurlements, etc. Voilà. Quand ils sont ressortis, un seul homme n'avait pas de menottes.
Oui, ah bah ça c'est Hardy, ça c'est autre chose. Alors, Hardy, coupable ou non coupable? Par 2 fois, en 1947 puis en 1950, il sera acquitté au bénéfice du doute. Il s'agit donc de choses jugées. Mais tout de même, quelle facilité à échapper aux griffes de la police la plus féroce qui soit. Et puis, il y a la troublante question des menottes. À Caluire, tout le monde est brutalement menotté, les mains derrière le dos. Tout le monde, sauf Hardy. Et comment expliquez-vous que vous n'aviez pas de menottes? Vous n'avez peut-être pas assez. Ça arrive, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et vous avez réussi à vous enfuir de quelle façon? Bon, tout simplement au moment de monter dans la voiture. En claquant la portière, le gars était déséquilibré. Il a lâché un bout du cabriolet, moi je suis parti avec. Alors, il y a quelqu'un qui descendait, j'entends des cris dans l'escalier, puis des coups de feu sur la place. Je n'ai pas su ce qui s'était passé, je ne l'ai pas vu en tout cas. Alors c'est Hardy qui s'est échappé, dans des conditions... Ce serait trop long de raconter ça. On a dit que vous étiez échappé un peu facilement. Ah oui, en effet, j'ai pris une balle dans la peau. Au moment de la fouille, pourtant minutieuse, toujours aussi chanceux, Hardy a réussi, selon ses propres dires, à dissimuler son arme. On le soupçonnera de s'être blessé lui-même. Plus étonnant encore, arrêté et tombé à nouveau dans les mains de Klaus Barbie quelques jours plus tard, il s'échappera une seconde fois. Ses compagnons ont moins de chance. Déjà brutalement malmenés par Barbie chez le docteur du Goujon, à coups de pied de table, ils sont embarqués à l'école de santé militaire, le siège de la Gestapo. La plupart d'entre eux seront horriblement torturés. Mais c'est bien sûr contre Jean Moulin que Barbie s'acharnera le plus sauvagement, sans jamais parvenir à lui arracher la moindre confidence. J'ai vu pour la dernière fois de ma vie Jean Moulin descendre l'escalier. Il était vivant, mais il avait de toute certitude été battu très durement. Il avait le visage en sang, il avait la tête couverte de vilains pansements. Il ne marchait pas, il était porté sous les bras par 2 policiers allemands. Et comme il se dirigeait encore vers un interrogatoire, j'ai eu le sentiment que vraiment je le voyais pour la dernière fois. Jean Moulin est-il tombé à cause des imprudences de certains de ses camarades, ou a-t-il été délibérément trahi? Même pour ses compagnons les plus proches, il est bien difficile d'affirmer autre chose qu'une intime conviction. La Gestapo n'est pas venue toute seule au rendez-vous. Ça, c'est une certitude. Et elle n'est pas venue avec 10 voitures, 40 personnes et des moyens considérables. Ça ne peut pas être le hasard. Il y a donc certainement une délation à l'origine. Vous n'avez jamais pu tirer ça au clair par la suite? Jamais. Alors il subsiste un mystère, et je crois que ce mystère ne sera peut-être jamais levé, sûrement pas en tout cas par Barbie, qui est le dernier à pouvoir témoigner sur cette affaire, étant donné qu'il ne défendra jamais que sa cause personnelle et que son intérêt. Il agira pour sa défense et non pas pour projeter la lumière ou la vérité. Ceux qui espéraient que le procès Barbie permettrait enfin de faire la lumière sur toutes ces questions demeurées sans réponse devront en prendre leur parti. Klaus Barbie ne sera jugé que pour ses crimes contre les populations civiles. Le dossier Jean Moulin est définitivement clos. Une liste de 8 chefs d'inculpation a déjà été établie. En bonne place, les événements qui se sont produits ici, à Isieux, un petit village de l'Ain. Le 6 avril 1944, les hommes de Barbie embarquaient dans des camions 55 juifs réfugiés dans le village, dont 52 enfants. Destination, les camps de la mort. Parce qu'ils avaient chargé ça, paraît-il, comme des sacs de pommes de terre, quoi. Ils avaient quel âge, les enfants? Il y en avait de 5 ans à 12 ans, 14 ans, 17 ans, quoi. 17 août 1944, 70 juifs de tous âges sont amenés sur le terrain d'aviation de Bron. Pendant plusieurs heures, ils creusent des fosses. Au soir, ils sont tous fusillés sur ordre de Barbie. 20 août 1944, Saint-Genis-Laval, près de Lyon. Des juifs, des syndicalistes, des résistants, des otages sont amenés ici en camion. Ils sont exécutés par vagues successives dans un fort désaffecté. Puis, le bâtiment est dynamité. Monsieur Paul Roure avait 14 ans à l'époque. Une fois parti, on est remonté, on est monté avec d'autres gens. Et c'est là qu'on a vu éparpiller quoi, les débris d'humains dus par les explosions.
Combien étaient-ils? 90, 100, 120? On ne sait pas exactement. Arrestations massives, tortures, déportations, fusillades, la liste est monotone. Elle n'est pas encore définitive. D'autres crimes contre l'humanité commis ici, à la prison du Fort Montluc ou en d'autres lieux, pourront s'y ajouter au cours de l'instruction. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qu'importe. Résistants, juifs ou otages ont partagé les mêmes souffrances, les mêmes tortures. 40 ans après, ils vont revivre ensemble dans le souvenir des Français d'aujourd'hui. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier parce que, bon, Klaus Barbie a fait souffrir énormément de gens et je pense que des gens comme ça qui ont torturé, bon, ça s'est passé il y a 40 ans, c'est évident, mais on doit se sentir concerné quand même parce que c'est un problème d'humanité et un criminel de guerre comme ça, il faut essayer de pouvoir le punir. Supposer qu'il y a un fou comme Hitler qui a envie de revenir, il faudrait qu'on montre qu'on n'est pas passif et qu'on peut punir, qu'on a les moyens de punir. Donc 40 ans après, on ne doit pas pardonner. Ah non, surtout pas.